Bonsoir, bienvenue pour cette conférence Transurfing. Et donc voilà, je suis ravi que vous soyez nombreux pour assister à cette conférence sur Transurfing, qui est un sujet qui me passionne. Donc Transurfing, à la base, c'est un best-seller international qui a été écrit par un physicien quantique russe qui s'appelle Vadim Zeland. Vadim Zeland, vous ne le verrez pas parce qu'il se cache derrière des grosses lunettes rondes quand il passe à la télé. Il n'a pas envie d'être pris pour un gourou. Il vit, on ne sait pas où, avec ses 2 filles et sa femme, isolé. J'aurais pu le rencontrer en septembre, ça ne s'est pas fait, mais j'aurais peut-être une chance de le rencontrer peut-être cette année, je ne sais pas, mais en tout cas, il se cache. Il n'est pas facile à trouver. Et Vadim Zeland a élaboré tout un modèle de développement personnel à partir de la physique quantique, hein, donc c'était son domaine. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la physique quantique. Je dis toujours, pour ça, il y a d'excellentes conférences filmées, par exemple celle de Jean-Jacques Crèvecoeur. Il y a un DVD super, ou si vous voulez vraiment avoir les équations, etc., les chiffres. Il peut tout vous dire, parce que lui, c'est un vrai physicien quantique. Par contre, faire le lien entre les découvertes de la physique quantique et le développement personnel et la façon dont nous créons notre réalité, là, je vais pouvoir vous en dire un peu plus. Et Transurfing utilise beaucoup de métaphores, donc je vais vous faire un peu voyager à travers les modèles, les concepts, les termes utilisés par Transurfing pour vous faire comprendre un peu l'interaction avec votre vécu, avec votre vie, votre réalité. Un premier phénomène, c'est que dans la nature, tout est équilibre. Tout est en équilibre. Alors, ce n'est pas un équilibre statique, comme ces objets inanimés qui sont pendus et qui ne bougent plus. Non, c'est un équilibre dynamique. C'est-à-dire, tout bouge, tout est tout en mouvement, mais tout tend vers l'équilibre. Tout se dirige vers un équilibre. Donc, il y a les cycles des saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, et puis on recommence le printemps, etc. Il y a les cycles du plus petit qui se fait manger par le plus gros, etc., etc. Et donc, il y a tous les cycles naturels comme ça qui sont dans la nature et qui vont à chaque fois tendre vers cet équilibre dynamique, toujours en mouvement. Et la manière dont la nature s'occupe d'aller vers l'équilibre, c'est la manière la plus simple possible. Si vous avez de l'eau qui dévale une montagne, vous ne la verrez jamais remonter. Donc l'eau va trouver son équilibre en bas de la montagne. La gravitation amène les forces vers le plus simple. Et donc c'est important de prendre bien ça en compte parce que dans Transurfing, cette notion d'équilibre est déjà un premier point important. Et si je vous montre cette photo, vous avez, c'est une conduite forcée d'un barrage hydroélectrique. L'eau qui grimpe comme ça, on arrive à déborder au-dessus du tuyau. La nature pourrait très bien faire remonter le tuyau pour que l'eau reste en équilibre là, mais c'est beaucoup plus facile de faire dégringoler l'eau dans le trou. Donc à chaque fois, l'équilibre se restaurera de la manière la plus simple et la moins gourmande en énergie possible. Maintenant, si je vous montre cette diapositive, qu'est-ce que ça vous fait? Vertige? Ça fait drôle, hein? Non, ça fait rien? Il a l'air bien, lui, hein, il a l'air bien. Et vous? Et vous êtes comment? Non, pas du tout. Hein. Et ça se situe où dans le corps? Dans le ventre? Ouais. Ailleurs? Ici, dans le plexus solaire? Dans les jambes aussi, pour certains, dans les pieds? Non. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez simplement une photo. Vous avez simplement une photo avec un bonhomme qui est assis, effectivement, qui est assis. En plus de ça, il est penché en avant. Et là, il est clairement en train de défier les lois de l'équilibre. On a l'impression qu'il suffirait d'une petite pichenette pour qu'il tombe. Ce potentiel en excès, c'est le terme que Transurfing va y donner, c'est un potentiel en excès, c'est-à-dire qu'il y a une potentialité, qu'il se passe quelque chose qui est pour l'instant une rupture de l'équilibre. La manière la plus compliquée, ce serait de faire remonter l'eau jusqu'à lui, qu'il puisse plonger dedans, et puis hop, il n'y a plus de problème, mais vous vous rendez compte que c'est quand même beaucoup de boulot, donc c'est beaucoup plus simple, avec ce potentiel en excès-là, d'imaginer qu'il va tomber, et puis une fois qu'il est par terre, l'équilibre est restauré. Donc, et pourquoi ça vous fait quelque chose à vous, au niveau du ressenti? Eh bien, c'est justement un des points importants dans Transurfing, c'est de vous mettre à l'écoute de votre corps et de votre ressenti. Le ressenti, c'est quoi? C'est l'intelligence émotionnelle. Ça date des années 80. Avant, on ne savait pas ce que c'était que l'intelligence émotionnelle.
Et en fait, on s'aperçoit que le corps nous donne tout un tas de messages à tout moment sur ce qui se passe dans notre cerveau. Et là, pourquoi vous avez tout d'un coup quelque chose qui vous fait bizarre au ventre, aux jambes, etc. Pourquoi vous êtes mal à l'aise par rapport à ça? C'est simplement que votre corps vous dit, mais il n'y a aucune raison de t'en faire. Tu es assis là tranquillement sur ta chaise. Il n'y a aucune raison d'avoir peur pour toi, parce que la situation que tu vis est bien. Par contre, c'est le fait que tout d'un coup, la pensée va aller extrapoler, imaginer, se faire tout un cinéma, tout un scénario qui va imaginer qu'on est à la place de ce gars et qu'on tombe, qui fait que le corps envoie un ressenti physique dans les tripes, et qui vous dit, mais c'est bon, il n'y a pas besoin, laisse tomber, ça va, t'es bien là où t'es. Donc être à l'écoute de ce ressenti, c'est vraiment un travail que nous invite à faire Transurfing à chaque moment, à chaque instant. Pour résumer ce qu'on a vu jusqu'à présent, il y a un équilibre dans la nature. À partir du moment où il y a un potentiel en excès, on crée un déséquilibre. Et donc on pourrait appeler maintenant les forces qui vont faire cesser ce déséquilibre les forces d'équilibrage. C'est le terme de Transurfing. Alors, les forces d'équilibrage, ça marche comment? Ça marche que quand vous avez un potentiel en excès, la nature va vouloir compenser ce qui se passe et donc va mettre en œuvre des forces d'équilibrage pour ramener les choses donc, dans cet équilibre dynamique. Alors, je voudrais maintenant vous donner un petit exemple. Imaginez que là, j'ai une poutre en bois, 20 cm de large, 5 cm de haut, posée sur le sol. Je dois aller jusqu'à ma bouteille là-bas. Il n'y a pas de problème, je peux y aller. J'ai pas de risque, parce que, 20 cm, je suis quand même capable de marcher là-dessus. J'ai marché là-dessus sans aucun problème. Maintenant, imaginez la même poutre, mais à 10 mètres de haut, entre deux toits de maison. Alors là, il faut que j'aille de l'autre côté quand même. Là, c'est pas vraiment la même chose. Je vais essayer d'y aller. Il faut vraiment que j'y aille, mais... Et là, c'est pas évident. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me fait tout d'un coup bouger comme ça de tous les sens? C'est justement ces fameuses forces d'équilibrage. Parce que les forces d'équilibrage, moi, quand je monte sur ma poutre, là, je suis en train de créer un déséquilibre, puisque pour moi, il y a une grande importance qui est de ne pas tomber. Parce que si je tombe, je me tue. Donc il y a une grande importance, il y a un grand enjeu. Ce grand enjeu dans ma tête provoque sur le plan énergétique, je dirais, un potentiel en excès. Et ce potentiel en excès fait lever les forces d'équilibrage qui se disent, lui, c'est plus facile de le faire tomber pour rétablir l'équilibre que de remonter le sol à 10 mètres de haut. Donc les forces d'équilibrage, là, elles sont carrément en train de vouloir rééquilibrer la chose en me faisant tomber, c'est ce qu'il y a de plus simple pour elles. D'accord? Maintenant, imaginez cette même poutre à 10 mètres de haut, mais en bas, on a mis un filet. Il y a un filet, vous savez, comme dans les cirques et tout. Là. Et donc, à ce moment-là, ce filet, il me permet d'y aller, et puis je sais que si je tombe, je vais pas mourir. Donc, j'avance sur le filet, ok, j'ai quand même le vertige, mais il y a moins d'importance, c'est tout, et à la limite, si je tombe, c'est pas trop grave, et là, j'arrive quand même à passer de l'autre côté avec plus de facilité que s'il n'y a pas le filet. En fait, c'est simplement parce que mon importance par rapport au risque de chute, par rapport au risque de mort, a diminué. Donc, l'action des forces d'équilibrage est moins évidente, elle est moins forte, elle est moins présente. Et à ce moment-là, je peux traverser en étant plus relax. Et c'est aussi une notion de transurfing, c'est que quand vous voulez aller quelque part, quand vous avez un but, quand vous avez une envie, quand vous avez quoi que ce soit, moins vous allez accorder d'importance au fait d'arriver au but, moins vous allez lever l'action des forces d'équilibrage qui auraient plutôt tendance à vous faire tomber. Et donc, à ce moment-là, Transurfing conseille vivement d'avoir un plan B, c'est-à-dire une solution de secours. Oui, j'ai envie d'aller là, j'ai envie que ça se passe bien. Et puis en même temps, si jamais ça ne marche pas, c'est pas grave, j'ai quelque chose à côté. Donc je vais pouvoir y donner moins d'importance, et donc je vais mettre moins de force d'équilibrage contre moi. Ça va? Donc, plus vous donnez d'importance à quelque chose,
plus vous créez un potentiel en excès. Plus vous créez un potentiel en excès, plus vous provoquez l'action des forces d'équilibrage. Et à ce moment-là, plus vous allez avoir de difficultés à atteindre le but que vous étiez fixé. Ça, c'est un peu le premier concept transurfing. Je suis sûr que dans votre vie, dans votre vécu, vous avez plein d'exemples où vous vous êtes aperçu que, par exemple, vous aviez beaucoup d'importance pour quelque chose et puis ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Et au moment où vous laissez tomber, tiens, tout d'un coup, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui se débloquent. Il y a des moments où, oh, tant pis, j'arrête. Et puis bien, tout d'un coup, ça arrive. Donc c'est effectivement ça. Plus on y va avec le zen, la légèreté, avec la sécurité du plan B, pourquoi pas, moins on va y mettre d'importance et moins on va lever l'action des forces d'équilibrage. Donc tout ça pour bien expliquer ce premier concept de transurfing. Dans les forces d'équilibrage, j'avais aussi autre chose, c'est les fameux vases communicants. Ben, c'est vrai qu'on pourrait imaginer ça comme ça, c'est un potentiel en excès. Hein, et ben, l'action des forces d'équilibrage, c'est justement de rééquilibrer un peu tout ça. Ça va ? Alors maintenant, je vais vous parler un peu plus de physique quantique. Encore une fois, je vous dis, je ne suis pas physicien quantique, donc je ne vais pas vous donner... mais par contre, il y a quand même des éléments qui sont assez troublants. Déjà, jusqu'à la fin du 19e siècle, la forme traditionnelle qu'on connaissait de la physique, c'était l'atome. On pensait avoir résolu 95% des questions scientifiques, etc. Et le reste, c'était quelques broutilles à avoir. Et donc, on avait cette forme d'atome. Juste une question, vous savez à peu près quelle taille fait un atome, là? Quand vous voyez un atome comme ça? Non, c'est pas évident, parce que même avec des 10 puissance moins, je ne sais pas combien, c'est difficile d'imaginer. Alors imaginez une orange. Vous prenez une orange et vous la gonflez à la taille de la Terre. La Terre, hein, donc c'est une sacrée dilatation. Quelle va être la taille de l'atome de cette orange, une fois que vous l'aurez gonflée à la taille de la Terre? Un peu plus, une cerise. L'atome d'une orange que vous aurez gonflée à la taille de la Terre, ça aura la taille d'une cerise. Et maintenant, imaginez que cette cerise, vous la faites grossir à la taille de la coupole de la basilique Saint-Pierre de Rome, 47 mètres, 42, quelque chose comme ça, à peu près. Vous voyez qu'un atome, c'est composé d'électrons qui tournent autour d'un noyau. Ce noyau est composé de neutrons et de protons, donc voilà. Vous prenez cette cerise et vous la gonflez à la taille de la coupole. À votre avis, quelle va être la taille du noyau au milieu? Un grain de sable. Donc, il faut vraiment grandir. Donc ça veut dire qu'on a ce grain de sable au milieu de ces 47 mètres. Et donc on a ce grain de sable, et puis à l'autre bout de la coupole, on a des électrons qui tournent à la vitesse de la lumière. Et donc en fait, ils tournent tellement vite que c'est ça qui donne l'impression de matière, de densité, etc. Mais l'atome en lui-même, il est composé que de vide, quasiment. C'est le fait que ces électrons tournent à la vitesse de la lumière qui vous donne la sensation de matière. Donc ça, c'est un peu la première vision de l'atome, disons, matériel dans le monde macroscopique. Et en fait, en début du XXe siècle, il y avait quand même, dans les broutilles, un phénomène qui s'appelle le rayonnement du corps noir. Alors, ne m'en demandez pas trop, mais grosso modo, il devait y avoir une courbe de puissance qui monte comme ça, en exponentielle, et puis, en fait, ça redescendait. Ça ne remontait pas en exponentielle comme on l'attendait. Et là, il y a un mathématicien, qui est plus ou moins l'inventeur de la statistique, qui s'appelle Max Planck, qui a dit, moi j'y connais rien en physique, mais en tout cas votre truc là, je peux l'expliquer par une formule mathématique, un modèle mathématique. Ok. Et il y avait à Vienne, dans un cabinet de brevets, un gars qui bossait là, qui s'intéressait un peu à tout ce qui venait, etc., qui s'appelait Albert Einstein, et qui a vu cette constante, ce modèle de Planck, et puis il s'est dit, tiens, c'est pas bête, tiens, si on appliquait ça au rayonnement, hein, à l'onde, ça pourrait expliquer plein de choses. Et à ce moment-là, ça voudrait dire aussi qu'il y aurait une quantité minimale d'énergie en dessous de laquelle on ne pourrait pas aller. Hein. Donc si on ralentit, on prend le minimum d'énergie, on pourrait arriver à une quantité minimale, mais on ne pourrait pas arriver en dessous. Et c'est cette quantité quantique qui a donné le nom à la physique quantique, c'est cette constante de Planck, qui est un peu cette quantité minimale d'énergie qu'on pourrait atteindre,
qu'on pourrait retrouver dans le fameux moins 273 degrés, le zéro absolu dans l'échelle des températures. Ce serait un peu l'énergie de base de l'univers et en dessous de laquelle on ne peut pas aller. Et donc c'est ça qui a donné le nom à la physique quantique. Et donc avec ce modèle de Planck, Einstein pouvait donner une définition, enfin comprendre comment fonctionne le rayonnement. Et vous savez qu'à cette époque aussi, en 1905, on avait compris que la lumière, c'est à la fois un rayonnement, une onde, et à la fois des particules, ce qu'on appelle les photons. Il a déduit ça, ça marcherait très bien pour la physique. Et là, il y avait un savant français qui s'appelle Louis de Broglie qui a voulu démontrer que Einstein avait tort. Et donc, il est parti dans des expériences avec un système où il y a deux fentes. Et là, il faisait passer des billes d'abord pour avoir des particules. Après, il faisait passer des rayonnements, etc., de la lumière, du laser, etc. Et on en arrivait plus ou moins à quelque chose qui ressemble à ça, ce qu'on appelle la figure d'interférence, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas exactement où est la particule, mais il y a toutes les chances pour qu'elle se situe vraiment au milieu, et puis un peu moins de chances pour qu'elle se situe là, et puis encore un peu moins de chances que là. Et en fait, la particule, elle peut se situer n'importe où. Il y a un peu, ça apparaît, ça disparaît dans le vide, on ne sait pas. Et ça peut se situer plutôt là, un peu moins là, mais ça peut aussi se situer aux confins de l'univers. Donc, on s'aperçoit que il y a une certaine incertitude sur une probabilité de là où se situe vraiment la particule quand on cherche à l'observer. Mais de Broglie est allé un peu plus loin, il a installé des capteurs pour vraiment voir un peu mieux ce qui se passait. Et il s'est aperçu que dès qu'il a installé des capteurs, au lieu que ce soit des rayonnements qui passaient, ça devenait des particules. Donc il s'est aperçu qu'en fonction de ce qu'il voulait observer, il avait des résultats différents. Et donc on en est arrivé à cette conclusion qui est que c'est l'observateur qui va influer sur le résultat de l'observation. C'est ce qu'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde, c'est-à-dire que on a toutes ces possibilités d'emplacement d'une particule dans l'espace, et à partir du moment où on va l'observer, on va la figer, on va figer le résultat. Et donc, le lien qu'on peut faire avec nous, c'est que notre cerveau, vous savez, c'est quelque chose qui reconstruit la réalité en temps réel, et on regarde la réalité à travers nos cinq sens avec des filtres. Et en fait, ces filtres, c'est quoi? C'est un peu notre intention d'observateur qui va donc obtenir le résultat que nous souhaitons observer. Donc, l'intention de l'observateur crée le résultat. La physique quantique vous le dit, et dans Transurfing, c'est aussi un principe très fort, c'est que c'est votre intention qui va vous créer la réalité que vous avez. Alors maintenant, comment maîtriser l'intention? On va voir qu'il y a des éléments après qui permettent d'avoir accès à cette intention. Autre expériences qui sont faites, par exemple, dans le laboratoire du CERN là, à Genève, entre la frontière franco-suisse. En fait, vous avez des protons qui sont projetés, enfin qui font le tour de grands anneaux à une vitesse très proche de la lumière, qui sont projetés sur des protons cibles. Et en fait, ce que vous voyez là, les gerbes de chaque côté, on pourrait imaginer que c'est le proton cible qui a éclaté. Mais en fait, pas du tout. C'est l'énergie cinétique du proton projectile qui va se transformer en d'autres protons, en d'autres matières, en d'autres particules. C'est-à-dire que là, on a clairement l'énergie cinétique, donc de la vitesse du proton, qui va se transformer en d'autres protons. Donc on a vraiment une interaction en énergie qui devient matière dans ce type d'expérience. Par rapport à Transurfing, il y a un concept qui s'appelle l'espace des variantes. L'espace des variantes, c'est quoi? C'est justement cette matrice énergétique à partir de laquelle se crée la réalité, se créent les particules. Et cet espace des variantes, c'est un champ où tout est possible. Et en fait, à la limite, nous choisissons ce que nous désirons pour nous. Et donc, on peut le comparer avec un espace de supermarché. Il suffit, dans ce champ, dans cet espace des variantes, de dire, tiens, pour ma réalité, je veux ça, et puis je veux ça, et puis je veux ça. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez.
et vous pouvez à ce moment-là créer la réalité que vous voulez. Il y a une chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de commencer à critiquer ce qu'il peut y avoir là-dedans. Par exemple, vous pourriez dire oui, c'est bien, alors il y a du ketchup, il y a du sel, il y a des pâtes et tout, mais alors par contre là-bas il y a de la bière, il y a de l'alcool, et moi c'est intolérable. On ne peut pas laisser de l'alcool dans un supermarché, il y a des enfants, et puis c'est une drogue, c'est un fléau, etc., etc. Vous pouvez faire un grand scandale, et quelque part vous allez commencer à avoir beaucoup d'importance, à mettre beaucoup d'importance là-dedans, et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous avez les forces d'équilibrage sous forme de deux mastocs là, qui arrivent et qui vous ramènent à la sortie. Donc, dans ce supermarché, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de dire ben, « ça, j'en veux pas ». C'est là, et on n'y peut rien de toutes les manières. Et à partir du moment où vous allez vous mettre en rébellion contre certains aspects de ce supermarché, vous allez provoquer les forces d'équilibrage parce que vous aurez apporté beaucoup d'importance à ça. C'est comme si j'étais dans une exposition, là, tiens, oh, c'est joli, là, puis enfin, on est dans une conférence sérieuse. Excusez-moi, hein, j'ai un micro, il y a des caméras, vous voyez, on est tous sérieux. Et regardez ce qu'ils nous ont collé, là. C'est quoi ce vélo, là? Mais c'est quoi ce vélo? Vous pouvez m'enlever ce vélo, s'il vous plaît, là? Et si je commence tout d'un coup, en tant que participant, par exemple, à crier, etc., ben, il y a toutes les chances pour qu'on me dise, ben, écoutez, vous seriez mieux dehors, allez donc dehors. Donc, voilà. On accepte ce qu'il y a dans cet espace des variantes, on prend ce dont on a envie et on laisse le reste. Voilà. C'est un peu cette règle par rapport à Transurfing. Et il y a une photo que j'aime bien pour symboliser cet espace des variantes. En fait, nous faisons tous partie de l'espace des variantes. Nous sommes tous unis dans cet espace. Une autre constatation de la physique quantiste, c'est que si vous prenez deux protons jumeaux dans un noyau, là, puis que vous les séparez, même à 200 km de distance, ils vont toujours tourner en synchronicité. Ils sont toujours synchro. C'est-à-dire que même l'espace des 200 km, on pourrait détecter un léger délai parce que la vitesse de la lumière serait soi-disant la vitesse maximum possible. Mais en fait, non. On se rend compte qu'ils sont en parfaite synchronicité, ça voudrait dire, et ça veut dire que toutes les notions de séparatisme qu'on peut avoir dans notre monde macro, où on a l'impression qu'on est tous séparés les uns des autres, etc., toutes ces notions sont caduques. Donc nous sommes vraiment dans un espace des variantes, nous sommes tous reliés, nous avons tous la possibilité de choisir ce dont nous avons envie. Et ce concept chez Transurfing est très important. Et par contre, l'acceptation de ce qui est, ça fait aussi partie du concept Transurfing pour éviter justement ces forces d'équilibrage. Alors maintenant, comment fait-on pour choisir dans le supermarché? Comment fait-on pour se créer notre propre réalité? Eh bien en fait, dans ce champ énergétique, nous allons projeter une énergie par notre pensée. Notre pensée est énergie. Si vous regardez là ce bonhomme là qui met ce casque, c'est pour aller détecter les ondes cérébrales, et vous connaissez comme moi les ondes alpha, gamma, bêta, etc., en fonction de l'état dans lequel on est. Donc on peut clairement mesurer les ondes cérébrales, c'est de l'énergie. Et d'ailleurs, j'ai entendu récemment, là, il y a maintenant des biomembres, des biobras, etc., qui sont vraiment des prothèses ultra perfectionnées qui sont mises au service des gens qui ont été amputés et qui fonctionnent grâce à l'énergie de la pensée. C'est-à-dire que par la simple pensée, la personne va faire bouger son bras. Elle va apprendre bien sûr à le faire, mais ensuite, avec sa pensée et donc les impulsions électriques que va générer la pensée, le bras va bouger seul. Et là, c'est vraiment, aujourd'hui, la technologie nous permet d'arriver à ça. Donc, à partir de quand nous pourrons contrôler nos ordinateurs avec la pensée, on n'est peut-être pas si loin que ça. Donc la pensée, c'est vraiment une énergie. C'est vraiment une énergie que vous projetez en dehors de vous. Le lien avec l'espace des variantes, c'est quoi? En fait, imaginez que votre cerveau, c'est un peu comme un émetteur-récepteur. Donc effectivement, il reçoit par l'intermédiaire des 5 sens un peu tous les éléments qui constituent sa réalité, mais en même temps il filtre, hein, parce que moi j'ai mes croyances, j'ai ma réalité, je sais que ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, etc. Donc je vais filtrer pour que ça corresponde bien à ma réalité. Mais en même temps, votre cerveau envoie, à chaque fois que vous pensez, envoie des ondes. La métaphore avec Transurfing, c'est de dire que
imaginez donc une radio, hein, vous pouvez tourner le bouton pour accorder les fréquences, et puis, bah tiens, là je suis sur RTBF, là je suis sur France Inter, etc. Donc vous pouvez vous accorder à des radios qui sont un peu partout dans le monde et attraper ça avec votre émetteur-récepteur. Eh bien, votre cerveau, c'est un peu pareil, il va émettre des fréquences qui vont s'accorder à des fréquences de résonance dans des secteurs de l'espace des variantes. C'est-à-dire que vous avez cet espace des variantes avec différents secteurs, différents endroits, et votre cerveau, par ses pensées, va s'accorder à un secteur particulier de l'espace des variantes. Et c'est comme ça que vous allez créer votre réalité. Donc la fréquence de nos pensées s'accorde au secteur de l'espace des variantes et crée la réalité. L'espace des variantes, si on le dessinait comme ça, comme un tableau XY, eh ben, on va dire que, allez, moi je suis en position A, c'est là que je suis aujourd'hui. Et puis, tiens, j'ai envie d'aller là, donc dans un autre secteur de l'espace des variantes. Je suis aujourd'hui enseignant, j'ai envie d'être directeur d'école, c'est mon but. Donc, je vais avoir une vie un peu différente. Enfin, je vais aller sur un autre endroit. Et donc, je vais faire un peu ce qu'il faut pour y arriver. Et puis, ça marche pas. Souvent, on a des buts, on a des envies, etc. Et puis, on ne sait pas pourquoi ça marche pas. On a beau s'acharner, on a beau faire tout ce qu'il faut, on a beau se renseigner, etc., ça marche pas. J'arrive jamais à avoir vraiment la vie que j'ai envie. Je me retrouve toujours un peu avec ce truc-là. Alors c'est bien, et puis c'est pas tout à fait ce que je voudrais, et puis c'est confortable, mais c'est pas si confortable que ça. Et j'aimerais bien arriver là quand même. Et puis j'y arrive pas. Il y a toujours des éléments qui font que j'y arrive pas. Comment ça se fait ? En tout cas, en ayant fait tout ce qu'il faut pour arriver à un endroit, pour le simple voyage dans le temps, votre simple voyage dans le temps, c'est ce qu'on appelle en termes de transurfing une ligne de vie. Donc vous créez votre ligne de vie par ces successions d'instants qui passent. Et puis, dans l'espace des variantes, il y a d'autres gens qui ont eux aussi des lignes de vie, hein, qui créent, qui se baladent dans les secteurs. Voilà, c'est la vie, c'est la réalité. Chacun a sa réalité dans cet espace des variantes. Et puis, il y a des moments où il y a trois lignes de vie là ici qui se croisent. Ces trois personnes vont se retrouver dans le même secteur. Et là, je dirais que là, maintenant, ici, on est tous dans le même secteur de l'espace des variantes. On est dans un même décor, dans un même environnement, mais par contre, on a chacun des scénarios qui sont totalement différents. Il se trouve que là, ce soir, on se retrouve dans cette même réalité qu'on partage, une réalité commune, mais ne serait-ce que ce qui se passe dans votre cerveau, là maintenant, c'est différent. Il n'y en a pas un qui aura la même pensée au même moment. Vous allez sortir de là, vous allez avoir chacun des vies totalement différentes. Et donc, c'est un peu la représentation de ces lignes de vie dans le secteur, dans l'espace des variantes. Imaginez que vous allez à Paris. Vous allez passer un week-end à Paris. Paris, c'est une belle ville. C'est une super ville, surtout au mois de juin, il fait beau. Il fait beau, vous avez du soleil, hein, donc vous allez vraiment visiter les monuments, c'est super. Vraiment Paris, ça fait plaisir d'y aller. Et puis, pendant que vous vous baladez, là, place de la Concorde, il y a un automobiliste, là, ça fait déjà 3/4 d'heure qu'il tourne pour chercher une place. Lui, c'est un Parisien. Lui, il est dans le même secteur que vous, mais il n'a pas vraiment la même réalité. Hein, parce que non seulement ça fait 3/4 d'heure qu'il tourne pour trouver sa place, mais il va monter au 6e étage sans ascenseur dans un appartement qui fait 35 mètres carrés, dans lequel il vit avec sa femme et ses 2 enfants. Et le matin, quand il emmène ses enfants à l'école, ça tousse parce que la pollution, etc., etc. Et puis c'est compliqué, la vie c'est cher. Et puis quand il va faire ses courses pour monter les 6 étages, enfin, je veux dire, il est dans le même secteur que vous à ce moment-là présent, mais il a vraiment pas du tout la même réalité. Et puis encore juste à côté, vous avez un clochard. Et lui, il est en train de chercher dans la poubelle. Et puis tiens, il y a des spaghettis, oui. Bon. Enfin, il est en train de chercher de quoi manger. Et puis avec un peu de chance, il va pouvoir dormir peut-être dans une tente sur le canal Saint-Martin. Et puis s'il a toujours autant de chance, il ne se fera pas virer par les CRS demain matin à l'aube à 5 heures du mat. Donc en fait, vous avez 3 personnes qui partagent des réalités complètement différentes, mais qui se retrouvent là, tout d'un coup, dans un rayon de 10 mètres carrés, là, à cohabiter dans le même secteur. Et bien, c'est un peu ça, la ligne de vie. Chacun a sa ligne de vie dans l'espace des variantes, et il y a ces secteurs où on se retrouve, où on va, voilà.
Et en fait, imaginez que la personne en A, là, c'est une bonne mère de famille. C'est une bonne mère de famille et vraiment, elle fait tout ce qu'il faut pour bien s'occuper de ses enfants. Et donc, B, c'est quoi? C'est de s'imaginer plus tard avec ses enfants autour d'elle. Ok, ils seront grandis, ils se seront mariés, etc. Mais ils sont quand même autour d'elle et elle a vraiment envie de ça. Mais ça ne marche pas parce qu'à 18 ans, les enfants, ils sont tous partis. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle pensait être une bonne mère de famille, donc elle se trouvait à cet endroit-là de l'espace des variantes, mais en fait, elle se trouvait ailleurs. C'était une mère castratrice, possessive, qui avait tellement peur pour ses enfants qu'elle les laissait rien faire, qui les étouffait, etc., etc. Et les enfants, ils sont effectivement tous partis à 18 ans parce que ça va, j'ai envie de vivre, hein, maman, t'es bien gentille, mais j'ai envie de vivre. Si elle s'était rendue compte, là, quand elle était encore au point A, que sa réalité, c'était pas ce qu'elle pensait, mais que c'était une toute autre réalité avec des comportements et des pensées et des attitudes inadéquates, à ce moment-là, elle aurait pu corriger le tir et puis faire en sorte d'atteindre son objectif d'une meilleure manière. Donc, le boulot de Transurfing, c'est aussi de vous faire réaliser que vous n'êtes peut-être pas forcément là où vous avez l'impression d'être. C'est une réalité et tout, mais d'abord, avant de me dire j'ai un objectif et j'ai envie d'aller là-bas, il y a peut-être des choses qu'il faut que je comprenne sur moi-même. Tiens, qu'est-ce qui fait que ça colle pas là maintenant? Qu'est-ce qui fait que j'ai des problèmes pour avancer? Donc, un gros travail de Transurfing, c'est de prendre conscience justement de ce décalage entre ce que vous pensez être votre réalité et votre réalité effective. Et donc, prendre conscience du point de départ, mais pour aller vers un but. La notion du but, hein, Transurfing ou le coaching ou plein d'autres, la PNL, etc., vous parle de but, d'objectif. Parce qu'en fait, on pourrait parler de bon quantique à chaque fois. Qu'est-ce que c'est qu'un bon quantique? C'est quand on passe d'un état à un autre sans transition. Si je vous prends, par exemple, je suis musicien, donc c'est facile pour moi, je vais compter une mesure, là, 1, 2, 3, 4. Et à chaque fois, je passe du premier temps au deuxième temps en un coup, quoi. Jusqu'au moment où c'est le deuxième temps, c'est encore le premier. Donc 1, 2, 3, 4. Vous avez à chaque fois un bond qui se fait à chaque fois qu'on passe sur le deuxième temps, troisième temps, quatrième temps. Et en fait, si on prend le temps en lui-même et qu'on le découpe de la manière la plus petite qui soit, hein, quantique, saut quantique, on en arrive à l'instant. C'est quoi l'instant? C'est difficilement... C'est quoi un instant? Mais en tout cas, une certitude, c'est que notre vie est une succession d'instants. Et à chaque instant que nous vivons, nous avons des pensées, des actions, qui sont elles-mêmes des causes d'autres effets, qui vont eux-mêmes devenir des causes d'un autre effet, etc., etc. Et notre vie n'est qu'une succession de causes à effets qui s'enchaînent les unes aux autres. Et donc c'est cette succession de causes et d'effets qui deviennent des causes, d'effets, etc., etc., qui constitue la ligne de vie. D'accord? Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que je ne sais pas vraiment où j'ai envie d'aller. Et comme je ne sais pas vraiment où j'ai envie d'aller, je vais mettre un pas dans un sens, et puis dans un autre, et puis j'hésite, et puis je tourne, et puis en fait, je me retrouve toujours plus ou moins à tourner en rond. Je ne sais pas vraiment où j'ai envie d'aller. Et si vous demandez, et si vous posez même vous-même la question, réfléchissons 2 secondes là ce dont vous ne voulez absolument pas dans votre vie. Là, je suis sûr qu'en 2 secondes, il y a la guerre, la haine, la pauvreté, etc. Il y a tout un tas de choses qui vont vous passer par la tête parce que c'est très facile et c'est évident de savoir ce dont on ne veut pas. Maintenant, si je vous pose la question de qui voulez-vous être dans votre vie? Qui voulez-vous être? Alors là, être, non. Alors c'est pas avoir, hein. C'est pas avoir une fortune ou une île, une île dans le Pacifique avec des belles vaïnées ou des beaux mecs musclés qui vous apportent le dernier sirop, le cocktail, etc. Non, ça c'est un peu les images médiatiques, etc. d'un bonheur artificiel. Mais moi personnellement, je peux vous dire qu'au bout de même une semaine ou 2 d'une vie comme ça, je crois que je m'ennuierais sacrément. Donc, mais allez, qui voulez-vous être dans votre vie? Quand on pose cette question à une personne ou quand une personne vient nous voir en coaching, on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça de le savoir.
C'est quoi mon rêve de quand j'avais 17, 18 ans, 19 ans là? C'est à quoi je rêvais? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas allé vers ce rêve? Qu'est-ce qui fait que là maintenant j'ai cette vie, je ne sais pas exactement, mais et en fait, où est-ce que j'ai vraiment envie d'aller? Des fois, il faut plusieurs séances de coaching pour arriver à trouver ça, hein. Donc, et en fait, à partir du moment où on ne sait pas trop où on va aller, eh ben, on se retrouve un peu à la merci des choses, des éléments extérieurs et tout, et quelque part, on n'est pas, on ne sait pas dans quelle direction on va poser le prochain pas. Et il y a une chose que j'aime bien, c'est faire la différence entre une réaction et une réponse. Quand la vie vous envoie des éléments comme ça, des événements, hein, vous les prenez en pleine poire, etc. Voilà. La plupart du temps, si vous n'avez pas un certain recul, si vous n'êtes pas vraiment observateur de ce qui se passe, eh ben, vous allez rentrer dans une réaction émotionnelle, compulsive, etc. Donc je réagis à quelque chose qui m'arrive en pleine poire et ce n'est pas forcément la bonne réaction. Ce n'est pas exactement ce qu'il fallait que je fasse et je m'aperçois après qu'il y a des conséquences à ça qui ne sont pas celles que j'aurais voulu non plus. Alors que si je prends un peu de recul, que je réfléchis, bon, par rapport à là où j'ai envie d'aller, quelle serait la bonne réponse à apporter? On parle de services d'intervention d'urgence, on ne parle pas de services de réaction d'urgence, c'est-à-dire qu'en fonction de la situation, on analyse, etc., on fait ce qu'il faut pour pallier à la situation. C'est apporter une réponse et non pas être dans la réaction. Il y a un mot que j'aime bien en anglais, c'est responsibility. Parce que si on le découpe, on a responsibility, la capacité de réponse. Donc responsable, c'est quoi? C'est pas responsable pénal. Si vous faites pas les choses bien, vous allez être jugé. C'est pas bien ou c'est bien ou c'est pas bien. Non. Responsable, c'est quoi? C'est à chaque instant, chaque moment quantique de mon existence, je suis capable d'apporter la bonne réponse. À partir du moment où je suis capable d'apporter la bonne réponse, eh ben, je suis capable de contrôler ce qui va m'arriver à partir de maintenant pour le futur. À partir du moment où je suis capable d'apporter la bonne réponse, je peux aussi apprendre à apporter la bonne réponse. Responsibilité, habileté, enfin voilà, j'ai fait un petit jeu de mots, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais à partir du moment où je vais apprendre à apporter la bonne réponse, à ce moment-là, je vais déjà mieux maîtriser ce qui va m'arriver dans ma vie. Et en fait, rappelez-vous l'espace des variantes dans le supermarché, vous avez tout le temps le choix. Nous avons tout le temps le choix de décider ce que nous allons faire dans le moment qui suit. Dans le présent, nous pouvons choisir de ce que nous décidons de faire. Notre intention. Quelle est notre intention pour ça? Qu'est-ce qui va faire que je sais dans quel pas je vais aller, de quoi j'ai envie pour moi, en gros. Et une notion de transurfing, puisque notre réalité dépend de nos choix, de nos réactions ou de nos réponses et de notre intention, eh bien c'est qu'en fait, le monde tel que vous le vivez, tel que nous le vivons, tous, le monde est notre miroir. C'est-à-dire que la réponse, la réalité plutôt, la réalité que nous vivons n'est que la conséquence de toutes nos actions, pensées, etc., etc., depuis notre naissance jusqu'à maintenant. Alors vous allez me dire, oui, mais alors des fois, il y a des trucs, la vie nous envoie des trucs, etc., et voilà, c'est pas facile, et puis il faut se battre, etc., etc. Oui, là, quand je parle comme ça, je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive. Je suis victime. Et des victimes, il y en a plein. Il y en a plein. Je suis victime de tout ce qui m'arrive, je suis victime de mon patron, je suis victime de ma femme, je suis victime de mes enfants, je suis victime de ma belle-mère, je suis victime de plein de gens comme ça, et donc du coup, ben non, c'est pas possible. Ben si, c'est possible pourtant. Si je prends un peu de recul, si j'analyse tout ça, je me rends compte que à chaque instant, je suis capable de décider ce que je veux pour moi, ce que je choisis pour l'instant qui suit. Donc je suis capable de poser une cause qui va m'amener à un effet désiré et non pas à un effet indésiré. Et donc je suis capable comme ça de petit à petit de reprendre conscience de chaque pas que je vais faire pour aller dans ma direction. Et puis voilà, et puis au fur et à mesure, je vais mettre en place des nouvelles habitudes. Je vais sortir de cette zone de confort pas si confortable que ça. Et je vais pouvoir beaucoup mieux maîtriser tout ce qui m'arrive, comment je vais réagir par rapport aux événements. Et on va voir un peu plus tard que dans Transurfing, il y a un concept aussi qui est que si vous savez où vous allez, si vous êtes bien aligné pour aller où vous avez envie d'aller,
eh ben, l'univers vous envoie des choses positives. Alors, dans Transurfing, le subconscient, c'est plutôt l'intelligence supérieure, le ressenti, l'état d'être et tout. Et l'inconscient, c'est franchement ce qu'on fait sans en être conscient. Donc, ces choix inconscients, oui, conditionnés par... on va voir un peu plus tard la notion d'esprit dans Transurfing qui pourrait se rapprocher du néolimbique dans les neurosciences. On a appris beaucoup de choses depuis notre enfance par un conditionnement de punition ou récompense. Donc je fais une expérience, ça marche, bah, je sais que je peux continuer à la faire. Ça marche pas, je me fais ridiculiser ou n'importe quoi, bah, c'est quelque chose que je vais ranger dans un tiroir. Et c'est ça l'inconscience. Et j'ai mis tout un tas de réactions, enfin d'attitudes de côté dans un tiroir et je sais même plus que je pourrais les faire parce que je me l'interdis et dans le but de me protéger. Donc oui, effectivement, il y a énormément de réactions inconscientes, de décisions, de choix inconscients. Mais je dirais que le but du développement personnel, c'est justement de redevenir conscient de tout ça. C'est en fait le développement personnel et le chemin vers le développement personnel, c'est une succession de prises de conscience. Et je dis ah tiens ben oui c'est vrai j'ai pas pensé tiens ben oui tiens et voilà plus ça va plus je vais redevenir conscient de des attitudes récurrentes qui faisaient que j'obtenais toujours un peu le résultat dont je voulais pas et quand je prends conscience que bah, je peux faire autre chose que ce que j'avais l'habitude de faire, bah, à ce moment-là, je m'ouvre, je vais vers quelque chose d'autre. Et je vais réexpérimenter d'autres situations récurrentes qui vont à nouveau me remettre un peu dans le même... Jusqu'à un moment où je vais à nouveau avoir une autre prise de conscience qui va me permettre d'avancer encore un peu. Et la vie, c'est ça. Et on n'a jamais fini de découvrir. Hein. Donc, effectivement, passer des choix inconscients aux choix conscients, c'est vraiment le travail de développement personnel dans lequel on est tous... à divers degrés, plus ou moins engagés. Quoi. Si on est sur le bon chemin, si on est aligné, si on avance dans la bonne direction, l'univers nous envoie des signes, des signaux, ouais. par exemple. Oui. Tu veux un exemple? Oui. Alors, j'en ai un qui date du 25 janvier de cette année pour moi. Ça ici, c'est ici que j'ai fait mon apprentissage de coach, dans cette salle, avec le BAO Group, donc bouche à oreille BAO. Et je peux vous dire que je suis très bien, je suis très content d'avoir fait cette formation. Et ensuite, à l'issue de cette formation, j'ai commencé à travailler avec le staff du BAO en tant que coach en entreprise, dans l'école, etc., etc. Donc j'ai travaillé pour le BAO jusqu'au 25 janvier de cette année. J'avais une succession de signes qui me faisaient montrer que ça ne se passait pas comme il aurait fallu que ça se passe. Même dans des cas où c'était hyper évident qu'on avait toutes les chances d'avoir un super résultat. Je ne vais pas détailler plus que ça, mais je me retrouvais vraiment avec des choses qui ne collaient pas. Jusqu'au moment où je me suis retrouvé face à un groupe dont je n'arrivais plus à maîtriser le groupe. Il y a eu un truc assez émotionnel avec un des participants, etc. Enfin bon, il y a eu un... Et là, à la sortie de ça, je me dis, mais non, c'est pas possible, quoi. Et je me scannais, en même temps, je dis, mais pourtant, je suis pas stressé. Et en même temps, ici, là, il y avait quelque chose qui me disait, mais je suis pas vraiment à ma place, quoi. Il y a un truc qui... Et donc, après, j'ai pris un peu de recul, et j'ai compris que j'accordais beaucoup d'importance à rester dans BAO, parce qu'il y avait une certaine sécurité financière. Et que je n'avais pas vraiment, pour l'instant, pris conscience de tous ces signes, et qu'il fallait peut-être mieux que je quitte BAO, ce que j'ai fait, d'autant plus que Transurfing, volume 2, etc., et puis plein d'autres choses, et que je me rendais compte que voilà, il fallait que je sache où est-ce que j'allais maintenant vraiment canaliser mon énergie. Et du jour où je l'ai fait, j'ai plein de choses qui sont tombées. Aussi bien au niveau de la presse, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... ça fait longtemps que j'essaye d'aller au Québec avec Transurfing. Et il y a 5 jours, j'ai une sommité qui m'a proposé de travailler avec lui pour aller faire des conférences et des séminaires au Québec. Donc en l'espace de même pas un mois, puisqu'on est le 23 février, j'ai eu plein de signes positifs qui me disaient mais j'ai bien fait de faire ça. Donc voilà, c'est vraiment l'exemple que j'ai vécu, quoi. C'est ce que Transurfing appelle les signes indicateurs. Et si je sais reconnaître les signes indicateurs, si je sais les interpréter comme il faut, à ce moment-là, je suis capable de changer de ligne de vie
et de me créer une autre réalité. Et là, je vais recevoir de l'univers, parce que je me déplace dans un secteur de l'espace des variantes où ce dont j'ai envie existe. Je vais recevoir donc de l'univers des cadeaux, effectivement des cadeaux. Mais on va en parler un peu plus après, mais c'est vraiment un exemple. Tu me demandes un exemple, là, je l'ai vécu et je peux en témoigner. Oui. Mais moi, quand je t'entends parler, il y a deux mots qui me reviennent tout le temps, c'est apprendre à relativiser et le lâcher prise, en fait. Exact. C'est tout. Ça, c'est vraiment un très très gros, enfin très très gros résumé. Mais ça, c'est vraiment comme ça que je le comprends. Donc, c'est pouvoir lâcher prise, pour pouvoir justement apprendre, enfin, pour pouvoir avoir ce qu'on voudrait, mais en le mettant de côté, en focalisant pas, en n'étant pas obsédé absolument d'arriver là où on veut arriver. Par l'importance. Simplement, ok. Ouais. Et apprendre à relativiser, et ça c'est très très difficile, je trouve. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Ça s'apprend, ça s'expérimente. On va avoir un premier succès qui va nous encourager à en le faire un peu plus, etc. C'est vraiment un travail de développement personnel, d'apprendre à relativiser et à lâcher prise. Lâcher prise, oui. Ouais. Mais on va voir qu'il y a des outils, des éléments de compréhension qui nous permettent d'avancer un peu. Le concept justement de ce qui nous empêche souvent d'aller dans le sens de ce qu'on a envie, c'est les balanciers. Le concept de transurfing, c'est quoi? C'est que quand plusieurs personnes pensent dans la même direction, eh ben, en fait, elles vont créer une structure énergétique qui va se matérialiser petit à petit dans la réalité et que Transurfing appelle le balancier. Alors je prends un exemple tout bête, vous prenez Steve Jobs qui crée Apple au début avec deux compères et puis ils vont faire le premier prototype dans un garage en mangeant des pommes, c'est pour ça qu'il l'appelle Apple. Et puis après il y a un gars qui se dit tiens c'est pas mal ça, je vais faire le marketing et puis tiens on va faire une pub et puis on va commencer à en vendre, etc. Et petit à petit tous les gens qui vont donner leur énergie positive à ce concept qui se crée sont ce que Transurfing appelle des adhérents. Donc c'est des adhérents qui vont apporter toute leur énergie positive, qui vont acheter le premier ordinateur, qui vont commencer à en parler, qui vont dire ouais c'est vachement bien Apple, tu devrais acheter, etc., etc. Et toute cette énergie positive de personnes va créer le balancier Apple. Donc Steve Jobs crée le balancier Apple avec ses comparses et ils ont de plus en plus d'adhérents. Et le balancier, au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus d'adhérents qui donnent leur énergie, va se matérialiser de plus en plus dans la réalité. On va commencer à acheter des camionnettes Apple, et puis on va acheter une usine un peu plus grande, et puis on va faire un beau siège social, et puis il y a des annexes qui vont se mettre un peu partout dans le monde pour la distribution. Et le balancier Apple en arrive à être vraiment une structure indépendante, autonome, qui va établir ses règles, c'est-à-dire tu viens bosser à 10 heures, à midi on fait la pause repas, à 1 heure on reprend, etc. En échange de ça, je te donne un salaire. Et en fait, il devient tellement autonome avec les actionnaires, etc., qu'à un moment, on va dire à Steve Jobs, écoute Steve, t'es bien gentil, mais on n'a plus besoin de toi. Donc on le vire. Enfin, l'histoire nous montrera qu'il est revenu après, parce qu'on avait vraiment besoin de lui quand même pour relancer la machine. Mais bon, le fait est que le balancier Apple est devenu totalement indépendant. Et il fait ce qu'il veut un peu avec ses adhérents, parce son but, c'est de grandir grâce à l'énergie de ses adhérents. Donc plus vous allez consacrer d'énergie à votre société, à quelque chose qui vous passionne, à une organisation, etc., ou qui simplement vous rémunère, plus vous allez servir le balancier pour le faire grandir. D'accord ? Donc un balancier n'a d'utilité, enfin le seul but du balancier, c'est de grandir. Alors ça, c'est une énergie positive que vont donner les adhérents du balancier. Mais maintenant, imaginez Le Pen. Le Pen, lui, il était 2-3 comparses et là, il y avait des idées politiques qu'on voulait mettre en œuvre. Alors on va commencer à faire des affiches et puis on va commencer à les coller, puis on va commencer à faire des meetings et puis voilà. Puis plus en plus de gens viennent aux meetings et plus en plus de personnes vont adhérer au Front National. Et puis on en arrive à un point où tout d'un coup on se rend compte que le Front National est en train de faire 20% des voix là, en France. Et alors là, branle-bas de combat, tollé général, mais c'est pas possible, on peut pas accepter qu'avec des idées pareilles on fasse 20%, il faudrait interdire le Front National, il faudrait l'empêcher de passer en médias, etc. Et on a tellement critiqué le Front National qu'on lui a donné encore plus d'importance. On lui a donné plus d'importance parce que sur le plan énergétique, l'énergie,
c'est de l'énergie. Positive ou négative, c'est dans notre réalité à nous. On est dans un monde de dualité, donc on va dire que voilà, mais l'énergie, c'est jamais que de l'énergie. Donc, plus il va y avoir de sympathisants du Front National qui vont le faire grossir, plus il va grossir. Plus il va y avoir d'opposants au Front National qui vont le critiquer, etc., plus ils vont renforcer la réalité du Front National. Les deux, opposants et adhérents, ne font que contribuer à faire grimper le balancier du Front National qui en arrive à détrôner Jospin au premier tour des élections présidentielles. Donc c'est vraiment une chose importante, c'est que le balancier essaye de vous prendre de l'énergie, que ce soit d'une manière positive ou que ce soit d'une manière négative, mais avant tout émotionnelle. Quand vous vous mettez en colère contre un balancier, vous lui donnez votre énergie. Simplement, le simple fait d'être dans un état émotionnel, vous avez une pensée qui est focalisée sur la fréquence du balancier, cette pensée, qu'elle soit négative, émotionnelle ou positive, va donner de l'énergie au balancier, va renforcer sa réalité. Et nous vivons dans un monde de balanciers. D'après vous, quel est le plus gros balancier là, dans notre société occidentale là? Alors on a financier, on a politique, on a religieux, enfin toutes les organisations, mais médiatique. Si je vous parle de la télévision, c'est le plus gros balancier dans notre société. C'est celui qui conditionne et qui influence le plus de personnes. Il y avait Patrick Lelay, qui était le président de TF1, qui a eu un mot génial. Génial. Ça a été à peine repris par la presse, parce que forcément, ça ne faisait pas tellement le jeu des médias. Mais alors, les intellectuels français ont commencé à dire « Mais c'est pas possible qu'on puisse dire une chose pareille, on ne devrait pas pouvoir dire une chose pareille. » Enfin bon. Et ce gars-là, il a simplement dit le boulot de TF1 consiste à vendre de la minute de conscience humaine à Coca-Cola. Il l'a dit. Et il avait vraiment raison. Mais moi, je bénis cette personne d'avoir dit une chose pareille. Le boulot de TF1 consiste à vendre de la minute de conscience humaine à Coca-Cola. Et il avait tellement raison qu'il s'est fait virer. Hein. Alors, le balancier TF1, il ne peut pas accepter que son président y sait. Donc quelques mois après, les Patrick Lelay, au revoir, t'es remplacé. Et d'ailleurs, si vous allez dans le sens étymologique du sens divertir, c'est détourner, divertir, détourner de l'essentiel. Donc la télé nous divertit. Elle nous divertit de quoi? De notre essentiel. Et alors, en y allant dans l'émotionnel, etc., que je te balance des trucs où tout le monde pleure, et ça, ou alors des morts, enfin, de tout le journal télé, etc., vous donnez à fond votre énergie. Je me permets de dire vous, parce que j'aurais pu dire nous, mais j'ai viré la télé de chez moi il y a 15 ans, donc je n'ai plus de télé. Mais allez, nous donnons en général notre énergie au balancier de la télé, qui lui s'arrange avec le balancier Coca-Cola, et le balancier DIM, le balancier, etc., pour faire en sorte qu'on va conditionner toute cette masse qui va voir des favoris des balanciers. C'est génial, un animateur télé. Oh, mais qu'il est beau. Oh. Non, voilà, en fait, on va nous montrer des favoris qu'on va mettre sur un piédestal en disant à tout le monde, regardez, c'est comme ça qu'il faut faire. Faites comme lui, il a réussi. Et donc, en fait, on perd notre essence individuelle profonde. On perd notre but parce qu'on s'est fait choper émotionnellement par des balanciers qui nous fait miroiter des paillettes, le miroir aux alouettes, etc. Et en fait, c'est leur boulot, ils ont récupéré notre énergie et nous, on a oublié notre but. Donc je pourrais parler longtemps des balanciers parce que vous comprenez qu'on est vraiment dans un monde, en plus de ça, alors attention, hein, nous dans notre balancier on est bien. Hein. Nous les transurfeurs, là on est vachement bien, mais alors les mecs qui font de la PNL, hein, oh là là, ils n'ont rien compris. Hein. Ah bon, les balanciers, c'est la guerre des balanciers. Ça va toujours être à essayer d'aller choper les adhérents de l'autre balancier. Hein. Puis un État, attends, mais regardez, ils ne savent même pas lire et tout, mais on ne va pas les laisser comme ça. Allez, on va les envahir, on va leur donner des écoles et des hôpitaux, mais on leur fait du bien. On leur fait du bien. On ne peut pas les laisser comme ça, franchement. Hein, société primitive et tout. Bon, en gros, c'est ça. Les balanciers se font la guerre pour obtenir le maximum d'adhérents. Et forcément, adhérer à un balancier, c'est simplement se faire appâter émotionnellement par tout ce qui va nous envoyer comme facteur de stressabilité, d'émotion, etc., etc.
Là, d'après vous, si on parle en termes de transurfing, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez un balancier, qui est le jeu transurfing, qui a établi des règles, qui a dit c'est comme ça, et il faut faire comme ça, avec un favori du balancier, là, en l'occurrence c'était moi, l'animateur vedette. Et puis voilà, tout d'un coup, on a vu des gens qui ont commencé à bouger, etc., dans tous les sens, pour éviter d'avoir de... Et encore, allez, sincèrement, j'ai vu des conférences où ça bougeait beaucoup plus. Hein. mais la scène est grande, d'habitude ça se fait pas comme ça en hauteur, c'est peut-être parce que voilà, vous étiez peut-être intimidé, je peux comprendre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Chaque personne est rentrée dans la règle du jeu, il faut gagner, donc j'y vais, je jette, etc., etc. Mais on pourrait dire que si une personne avait vraiment considéré son but en se disant « mais j'ai pas envie forcément de donner toute mon énergie au balancier, donc je vais pas écouter son but, mais je vais trouver mon but moi à travers ça, qu'est-ce que je vais faire ?» Eh ben, je vais plutôt mettre les boulettes de papier ici, là, au milieu. Hein, et puis comme ça, tout le monde a gagné, personne n'a perdu. Mais souvent, il y a ces règles du jeu, cet appât émotionnel du balancier qui dit « allez, il faut gagner, il faut y aller, etc. Il faut faire comme ça, il faut, tu dois ». Enfin, c'est typique du balancier, qui fait que, oui, j'oublie que je pourrais faire différemment et je me laisse un peu emporter par ce balancier. Et c'est un peu ça, vous savez, les sociétés, je connais un gars, par exemple, qui a fait une formation de coach, et dans sa société, il avait signé un contrat comme quoi il n'avait pas le droit d'être indépendant complémentaire. Et il avait qu'une envie, c'était d'être coach, de faire du coaching en plus de son boulot. Il avait qu'une envie, mais son boss, il voulait pas. T'as signé, non, t'as pas le droit d'être indépendant. Donc il était vraiment tributaire des règles du balancier. Il pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et donc il avait oublié son but pour servir le balancier. Non. Je crois qu'il y a une personne qui a fait les séminaires transurfing là. On peut les accepter comme on peut très bien ne pas les accepter. Alors, si on reste dans le cadre du balancier et qu'on refuse les règles, effectivement, on peut se retrouver banni, emprisonné, voire assassiné. Hein, quand c'est des balanciers politiques, on assassine les opposants. Hein. Mais on peut aussi refuser de rentrer dans le jeu du balancier et puis aller créer son propre chemin à côté. Mais allez, quand on est obligé, c'est parce qu'il y a d'autres choses autour de nous qui font que, voilà, j'ai des relations, j'ai peut-être pas envie de casser ces relations, même si je me rends compte que c'est pas tout à fait les relations que je voudrais avoir, mais en même temps elles sont là et c'est dans ma zone de confort. Et c'est toujours un peu le truc de, je suis dans une zone de confort. Pour sortir de cette zone de confort, il faut que j'aille dans une zone de turbulence, quoi. Il faut que j'aille dans une zone de progression, mais là, je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière. J'ai un boulot, je sais ce que j'ai, je sais que j'ai mon salaire, ça ne me convient pas tout à fait, j'aimerais faire autre chose, mais je ne veux pas prendre le risque de sortir de ça. Donc, effectivement, là, je suis obligé d'accepter les règles. Parce que j'ai choisi d'accepter les règles et j'ai choisi de ne pas me mettre en... J'ai choisi, oui. Voilà. Si on sort des règles, on rentre dans une zone de turbulence pour aller dans une zone de tout est possible. Dans tout apprentissage, on va passer des phases comme ça où on doit apprendre, se mettre dans l'inconfort, oui, se rendre compte que je ne sais pas, et puis petit à petit faire des expérimentations qui vont faire que je vais commencer à savoir, etc. etc. Alors maintenant, je vais transiter sur une autre dimension, c'est la dimension des neurosciences. Parce que je me suis formé en neurosciences avec le modèle du docteur Jacques Fradin. C'est 22 ans de recherche scientifique sur le cerveau et qui ont abouti vraiment à des outils assez performants dans la gestion du stress, prise de décision, etc. etc. Et donc Jacques Fradin a mis en lumière 4 centres de décision dans le cerveau, dans notre cerveau, qui sont à l'œuvre dans notre vie de tous les jours. Donc le premier, c'est le reptilien. Le reptilien, comme son nom l'indique, c'est le cerveau le plus ancien. Et lui, il s'occupe de gérer la survie individuelle. Et il y a 4 états qui vont être générés par le reptilien. C'est l'activation de l'action. Donc, allez, je suis un lion, je suis avec mes femelles dans ma savane. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres prédateurs, que tout va bien. J'ai soif, je vais me lever, je vais aller boire. Je vais me reproduire parce que ça fait partie de ma survie individuelle. Je vais voir une femelle et boum. Et puis j'ai faim. Tiens, tout d'un coup, je vais me mettre dans l'action. Je vais m'activer pour aller courir après la gazelle. Donc il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress, c'est normal. Je me mets en œuvre pour assurer ma survie individuelle. Imaginons maintenant la gazelle.
La gazelle, elle est tranquille en train de manger, d'assurer ses besoins individuels, essentiels, etc. Et puis tout d'un coup, elle voit le prédateur qui arrive. Là, c'est la lionne qui lui fonce dessus. Et là, la première chose qu'elle va faire, ben, c'est la fuite. Hein. Donc, premier état de réaction en cas de danger, hein, survie, protection, c'est la fuite. Je fuis. Au moment où je fuis et que je suis acculé parce que je ne peux plus reculer, ben, je vais essayer de me défendre hein, contre le lion. Je vais essayer de l'intimider, de l'impressionner. Et puis, si ça ne marche pas, je me fais dévorer, je vais tomber dans l'inhibition parce que l'inhibition me permet de ne pas souffrir. Autre forme d'inhibition, la petite souris avec le chat. Le chat l'a attrapé. Il l'a vraiment bien attrapé. Et puis il joue avec, et puis ça bouge plus. Quand elle est morte, sûr. Il se désintéresse de la souris, qui elle en profite tout de suite pour aller se cacher. Donc l'inhibition, c'est aussi une stratégie de survie. D'accord ? Donc ça, c'est géré par le cerveau reptilien. Deuxième cerveau, c'est le paléolymbique. Lui, il s'occupe plus de la survie du groupe. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a toujours dans un groupe un dominant. Et puis il y a toujours des soumis, puis il y a toujours un marginal, puis il y a toujours un axial, je vous aime. Voilà, c'est un peu les quatre positions qui vont être gérées par le paléolympique, qui lui s'occupe de gérer la survie du groupe. Voilà, hein, il faut une certaine stabilité dans ce groupe pour que ça fonctionne. Maintenant, les deux étages qui nous intéressent plus particulièrement par rapport à Transurfing, c'est déjà celui-ci, là, le néolimbique, c'est le conscient, c'est le mental. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez une voix dans votre tête qui vous parle? A priori, oui. Je vous demande ça parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Hein. Quand vous voyez un gars qui parle tout seul dans la rue, ah oui, mais c'est vrai que alors je lui dis, c'est quelqu'un qui s'est totalement associé à son mental. Mais c'est vrai, hein. Il ne sait même plus qu'il a une petite voix dans la tête, il ne sait même plus qu'il peut se dissocier de son mental, il est dans son mental et donc il parle parce que son mental parle. Et il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont une petite voix dans la tête. Donc, c'est intéressant de poser la question. Elle est grande, hein. Elle est grande, exactement. En fait, c'est une grosse voix. Ouais. En fait, le néolimbique, il a, depuis votre naissance, il a emmagasiné des expériences. Comme je vous disais tout à l'heure, on apprend par de la punition-récompense. Donc je fais un truc, ça marche. Je fais un autre truc, ça marche pas. Donc je ne veux plus faire le truc qui marche pas. Et donc comme ça, je vais me faire des croyances. Tiens, ben non, ben ça, j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais parce que j'y suis jamais arrivé, donc j'y arriverai jamais. Ou alors des valeurs aussi, c'est important pour moi. Donc c'est là qu'on a un peu toutes ces importances. C'est important pour moi le respect. Il me respecte pas, ce petit con. Et enfin voilà, toutes les valeurs, tous les conditionnements quelque part sont dans le néolimbique. Mais en même temps, le néolimbique, c'est un super serviteur. Parce que c'est même lui qui va vous apprendre à parler. Il met des étiquettes sur les mots, sur les noms, sur les attitudes, les comportements. C'est lui qui vous apprend à compter, qui va vous apprendre à planifier, qui vous va apprendre plein de choses. Et lui, il le fait parfaitement bien. Hein. Il est hyper fiable. Vous avez appris à conduire, donc au début, oui, je débraye, alors oui, c'est comme ça. Voilà, puis au fur et à mesure, je commence à savoir conduire. Et puis j'en arrive à conduire à 120 à l'heure, en écoutant la radio, en parlant avec mon voisin. J'allais dire en regardant le paysage, mais pas trop. Hein. C'est pas forcément très recommandé. Et là, il vaut mieux que le néolimbique soit fiable. Hein. Il est hyper fiable parce que sinon, boum, je vais direct dans le platane. Donc le néolimbique, c'est un super serviteur. Et il a appris à vous résoudre plein de problèmes parce qu'il a appris. Mais il y a des moments où ça va un peu sortir de ce qui est perçu comme simple ou comme connu. Et à ce moment-là, il y a un autre étage qui est censé s'en occuper, qui s'appelle le préfrontal. Le préfrontal n'existe que chez l'homme, le dauphin, l'orque, quelques espèces de singes, c'est tout. Alors, il y a des gens qui me disent « Ah bon, mon chien, il n'a pas de préfrontal ?» Ben non, le chien, il n'a pas de préfrontal, désolé. En fait, le préfrontal, c'est un peu le subconscient, le fameux subconscient, c'est-à-dire c'est un peu l'état d'être, c'est, si je fais un peu abstraction de cette grosse voix du mental, c'est comment je me sens là, vous savez, l'intuition. Est-ce que je me sens bien ou je me sens mal? Comment je me sens là? Voilà, mais il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots dans le préfrontal. Le préfrontal a accès à tous les étages inférieurs, il a accès à la mémoire, il a accès à plein de choses, mais lui, il reconstitue la réalité en temps réel. C'est-à-dire qu'on parlait d'instant tout à l'heure, instant quantique, et ben le préfrontal, il est dans l'instant quantique. À chaque instant, je reconstitue, j'analyse ce qui se passe et je reconstitue la réalité. Et le préfrontal, c'est un peu, d'ailleurs il se situe là, c'est un peu le troisième œil, c'est-à-dire une vision. Et donc les neurosciences vous diront qu'en fait, si on le compare à l'aigle, eh ben il y a
Il voit tout à fait ce qui se passe, un néolimbique, paléolimbique, reptilien, il voit tout ça, et puis en même temps, comme il est dans sa position d'aigle, il voit aussi ce qui se passe autour. Hein, il va choper des informations que le néolimbique, consciemment, n'aura pas. Et donc, ce préfrontal va être capable de vous sortir des solutions que le néolimbique n'aura pas pu imaginer. Ils ont fait des expériences avec les élèves pilotes de l'armée de l'air en France, à Cognac, avec le service de médical. Ils ont donné des formations à 3 groupes de pilotes. Formation lambda pour le premier, formation, pas de formation pour le second, puis formation à la gestion des modes mentaux, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire la gestion du préfrontal ou du néolimbique, à un 3e groupe. Et ils ont attendu 4 mois. Alors à la sortie de la formation, on demandait aux pilotes qu'est-ce que vous avez apporté. Bon, c'est pas mal, c'est sympa. Et puis 4 mois après, ils les ont mis dans un simulateur de vol. Ils les ont mis dans des situations difficiles. Et là, ce qu'ils se sont aperçus, alors il y avait tout, capteur de battement cardiaque pour mesurer le stress, etc., c'est que les 2 premiers groupes qui avaient eu des formations lambda ou pas de formation, c'était 300-400% de morts, parce que c'est virtuel, hein, donc on recommence l'expérience, donc il peut y avoir beaucoup de morts. Alors que le groupe qui avait reçu cette formation à la GMM 4 mois auparavant, c'était quelques dizaines de pourcentages de morts, et c'était surtout des solutions qui avaient été mises en œuvre qui n'avaient pas été apprises pendant leur école. C'est-à-dire que le préfrontal avait pu sortir des solutions qui n'avaient pas été apprises par le néolimbique. Donc le préfrontal, c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'apporter des solutions qui vont vous sortir la tête du guidon à partir du moment où vous savez vous mettre en observateur de vous-même. Cette notion d'observateur est très importante dans neurosciences, comme elle l'est un peu dans PNL, où on parle de la métaposition, etc., etc. À partir du moment où j'arrive à prendre du recul et à me regarder un peu dissocié de ce qui m'arrive, je vais avoir d'autres solutions qui vont m'arriver. Alors que si je reste le nez dans le problème, etc., je ne vois plus rien. Le préfrontal, lui, il est capable de ça. Et il y a des techniques pour basculer en préfrontal, et plus je vais basculer en préfrontal, plus le néolimbique va s'apercevoir qu'il peut le faire, parce que du coup, on ne s'est pas mis en risque, et puis le préfrontal, il a trouvé de bonnes solutions, alors on va apprendre à collaborer ensemble. Voilà, donc c'est un peu le but des neurosciences. Quand le néolimbique veut à tout prix trouver la solution, et c'est à ce moment-là que vous êtes le nez dans le guidon, hein, vous voulez à tout prix trouver la solution, il ne veut pas laisser la place au préfrontal. C'est comme le calife qui veut être le vizir qui veut être calife à la place du calife. Voilà. Donc je veux pas. J'ai appris que c'est comme ça. On m'a toujours dit tu dois faire comme ça et ça peut pas être autrement. Donc moi je fais ce qu'on m'a dit de faire. Hein. Donc préfrontal, hein, oh. Alors préfrontal, c'est une petite voix, c'est l'intuition, c'est le ressenti, mais le préfrontal il se sent pas bien par rapport à ça, mais le néolimbique il veut pas l'entendre parce que c'est la grosse voix. Oh. Alors le préfrontal il a qu'une seule solution pour nous faire entendre à nous qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond là, dans le néolimbique, c'est qu'il va envoyer un signal au reptilien et il va lui dire hey, reptilien, il y a un néolimbique qui déconne. Tu voudrais pas lui envoyer un petit coup de stress? Et le reptilien, il s'exécute, mais tout de suite. Stress de fuite, stress de lutte, je suis en colère, stress d'inhibition, c'est... Voilà. Les 3 types de stress qu'on vit quotidiennement. C'est simplement un signal envoyé au préfrontal, du préfrontal au reptilien qui va nous prévenir par notre corporel qu'il se passe, il y a des pensées dans le néolimbique qui ne sont pas adaptées, appropriées à la situation. Vous vous rappelez tout à l'heure le bonhomme qui était en équilibre sur son rocher, là? Ben, c'est pareil. Vous avez ressenti quelque chose et tout, mais c'est quoi? Ce ressenti, il était là pour vous dire, mais calme-toi, tu es assis sur une chaise tranquille dans une conférence, tu risques rien. Mais non, moi j'étais parti déjà dans mon cinéma de me dire, si j'étais là et que je tombe, inadapté à la situation. Donc à partir du moment où vous prenez l'habitude de vous mettre à l'écoute de votre ressenti corporel, vous vous mettez à l'écoute des signaux que votre préfrontal vous envoie. Et en cela, le stress n'est plus considéré comme un fléau, mais comme une alarme. C'est une simple sonnette d'alarme. Le stress fonctionne comme la douleur. Il y a une épine dans ma jambe, vite, je vais l'enlever parce que sinon ça va s'infecter. Ou la fièvre. Allez, va te coucher, là, t'as un virus, je vais m'en occuper, mais va te coucher, va te reposer. Tiens, voilà. La fièvre, la douleur, le stress, c'est la même chose. Ce sont des alarmes qui nous signalent d'un dysfonctionnement. Et là, dans le cas du stress, c'est un dysfonctionnement
cognitif. J'ai une pensée qui est inadaptée par rapport à la situation. Et donc maintenant, pour en arriver au fameux lien avec Transurfing, l'âme, vous voyez que je l'ai mise de la même couleur que le préfrontal, parce que c'est aussi chez nous, en tout cas dans les termes de Transurfing, c'est ce ressenti, c'est un peu comme le petit enfant qui a envie de choses pour nous, qui est dans un magasin, qui dit ah ouais super, tiens si on faisait ça, tiens se jouer là, j'ai envie de se jouer, ah ouais super et tout. Et l'âme, elle est connectée avec l'espace des variantes. Elle est capable d'aller chercher dans l'espace des variantes des informations qui nous concernent. Elle sait ce qui est bon pour nous. Donc mon intuition quand je suis dans un truc et tiens tout d'un coup il y a une personne qui rentre là et puis bizarre, je ne le sens pas, ça. C'est bizarre, ce bonhomme, je ne le sens pas. Les femmes, hein, l'intuition féminine, hein, vous êtes fortes pour ça. Eh ben, c'est quoi? C'est simplement l'âme là qui dit, tiens, méfie-toi là. Méfie-toi, c'est peut-être pas bon pour toi, ce truc-là. Donc, savoir écouter son intuition, c'est savoir écouter son âme, savoir écouter ce ressenti corporel. Tiens, pourquoi il y a un truc qui ne va pas là? Voilà, donc, et l'âme est connectée à cet espace des variantes, et c'est dans cet espace des variantes qu'elle va trouver la créativité et l'intuition. La créativité, vous savez, vous parlez à n'importe quel créateur, mais j'ai un poème et qui m'est arrivé dessus, je sais pas où, voilà, j'étais sur une terrasse de café, puis tout d'un coup c'est sorti, et puis moi je suis musicien, donc je peux vous dire, de temps en temps je me réveille en pleine nuit, j'ai une mélodie dans la tête, vite je vais l'écrire, mais d'où est-ce qu'elle vient? Eh ben, elle vient de cet espace des variantes, c'est mon âme, ce subconscient qui est allé chercher des choses dans l'espace des variantes et qui me les amène. D'accord? C'est la partie féminine. Hein. Quand je parlais de l'intuition féminine, on est bien là. On est dans cette intuition, cette sérénité dont les femmes nous gratifient. L'autre... pourquoi vous rigolez? Après, l'autre partie... L'autre partie de Transurfing, donc le corollaire de l'âme, je dirais, c'est l'esprit. Donc l'esprit, si vous voyez, il est de la même couleur que le néolymbique, c'est-à-dire c'est la partie qui est consciente, je suis dans le faire, là, je suis dans... Allez, si je veux déplacer ça, je m'y mets physiquement, puis je le déplace. Là, je suis dans mon intention de déplacer l'objet, dans ce que Transurfing va appeler l'intention interne. C'est-à-dire, je prends physiquement, je fais un pas, voilà, j'ai un but, donc le but c'est de pousser ces trucs, donc je réalise. Et en fait, c'est la partie masculine, ça. Hein. C'est l'homme qui fait les travaux, là, qui va construire, c'est l'homme qui va mettre en œuvre plein de choses et tout. Et l'esprit, pour nous, c'est ça. L'esprit, il est vraiment connecté à la réalisation matérielle. Hein, c'est la volonté, c'est voilà, je veux obtenir quelque chose, donc j'y vais, je vais dépenser de l'énergie physiquement pour y arriver, mais en tout cas j'y vais. Et quelque part, l'un sans l'autre, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, quand l'un et l'autre sont d'accord, à ce moment-là, on met en place ce que Transurfing appelle l'intention externe. L'intention externe, c'est quoi? C'est la fréquence des pensées et du ressenti de l'âme et de l'esprit qui sont d'accord pour aller dans une direction. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça marche. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne sait pas forcément dans quelle direction ça va aller, tant qu'on n'est pas conscient de notre intention et de nos actes et des réponses qu'on apporte aux événements qui nous arrivent. Par exemple, je suis l'âme, et puis je suis comme ce petit enfant, j'aime bien cette comparaison. Ah oui, je veux ce jouet, je le veux. Ah, je le veux. Et puis non, l'esprit dit, ah non, on peut pas, non, c'est trop cher d'abord, et puis ça se fait pas, et puis t'imagines les voisins ce qu'ils vont dire, non, mais si, je le veux. Non, j'ai dit non. Oh, alors là, mais comme ça, non, et puis l'esprit n'est pas forcément content, parce qu'il se rend bien compte qu'il aurait bien envie de jouer, mais il avait bien envie de jouer, mais non, ça se fait pas. Donc, l'un et l'autre sont d'accord sur une pensée, plutôt un sentiment un peu négatif. Et donc, à partir du moment où ils sont d'accord, eh ben, vous allez vous retrouver dans un secteur de l'espace des variantes où ce n'est pas forcément ce dont vous aviez envie qui arrive. Au contraire, c'est un peu l'opposé. Hein. Tout ce dont je n'ai pas envie se trouve là parce que je ne me suis pas permis d'aller vers ce dont j'avais envie. Et donc, ça m'a provoqué un ressenti négatif et je me crée une réalité où j'ai en permanence ce dont je n'ai absolument pas envie. Alors que si tout d'un coup, l'esprit commence à dire à l'âme,
Ah ouais, t'as envie d'avoir ce jouet? Ah ouais, on le prend. Allez, tiens, allez, viens, on va jouer. Waouh, super, on va jouer. Ben là, je peux vous dire que la fréquence des pensées que vous allez émettre, elle va aller vraiment dans le meilleur de ce que vous avez envie, de ce dont vous avez envie. Elle va vraiment vous apporter le meilleur. Et cette intention externe, c'est justement ces choses que l'univers vous apporte quand vous êtes parfaitement centré avec vous-même, quand vous avez vraiment bien aligné entre vos pensées, votre âme, votre ressenti, etc. À ce moment-là, vous créez concrètement dans votre réalité des circonstances heureuses que Transurfing appelle la vague de succès. Et plus je vais être aligné dans ce bien-être et dans cette volonté d'aller vers ce qui me touche au plus profond de moi-même, plus l'univers va me renvoyer des signes que je suis dans la bonne direction, il va m'apporter des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Donc, quand je vous dis depuis le 25 janvier, j'ai eu plein de cadeaux. Et je suis sûr qu'à des moments, vous vous retrouvez avec une succession de choses qui vont dans le sens où vous avez envie que ça aille. Hein, on l'a tous vécu à un moment ou à un autre. Tiens, comment ça se fait? Waouh, en ce moment, c'est super, j'ai des trucs bien. Eh ben, c'est parce que, inconsciemment, mais vous étiez parfaitement aligné entre votre âme et votre esprit. Et donc, vous êtes à ce moment-là capable de créer une réalité qui est celle que vous souhaitez. Ça va? Je vais conclure et puis je vais proposer aux participants des 3 trajets qu'on a pu faire, enfin il y en a un qui est en cours de route, de venir sur scène et puis de témoigner. Parce que je vous dirai un truc là, c'est maintenant où, après tout ce que je vous ai dit, ne me croyez pas. Je pourrais jamais être qu'un commerçant qui essaye de se faire beaucoup d'argent sur le dos de ses compatriotes et qui dit n'importe quoi pour vous embobiner dans un truc, quoi, dans un balancier Transurfing. Je pourrais vous dire aussi, ne vous croyez pas. Parce que vous entendez ça avec vos filtres, avec votre réalité, avec des trucs, mais non, si c'était si facile que ça, etc. Mais non, mais attends, c'est pas possible, ça pourrait pas marcher pour moi. Donc vous avez aussi votre interprétation de ce que vous avez entendu. Donc ne vous croyez pas, mais je dirais expérimentez. Hein, l'expérience que j'ai citée, vous allez avoir d'autres personnes qui vont venir la raconter. D'ailleurs, je vous propose, si vous voulez bien, les participants des 3 premiers trajets Transurfing de monter et me rejoindre sur scène. Hein, comme ça, on va se présenter. On s'appelle la famille des joyeux transurfeurs. Vous pouvez retrouver les dates sur le site transurfing.fr, puisque c'est francophone, c'est pas parce qu'on est français, c'est parti vraiment de Belgique, donc mais fr.fr. Donc voilà, merci d'être venus nombreux, de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et je serai ravi de vous retrouver, de recroiser dans vos lignes de vie dans d'autres secteurs de l'espace des variantes. Voilà, merci. Personnellement, Transurfing a changé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fait beaucoup de développement personnel. J'ai découvert le livre et directement j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose à vivre là-bas. Et directement ça m'a parlé. J'ai senti l'enthousiasme, j'ai senti la bienveillance qu'il y avait. Donc je suis allée faire l'expérience et c'était plein de légèreté, plein de bienveillance comme je l'avais senti au départ et ça m'a apporté énormément. Ça m'a amené à m'autoriser, à m'écouter. Et donc, il y a énormément de choses que j'ai expérimentées. Donc, je me suis remise à la musique, chose que j'osais plus faire parce que ça ne se faisait pas, effectivement. J'ai changé de boulot. Et effectivement, également, il y a quelque chose qui a basculé il y a très peu de temps, à un moment donné où je ne m'y attendais pas. Et donc voilà, donc je suis pour l'instant dans une vague hyper positive. J'ai encore du mal à le réaliser, donc ça réveille la peur de mettre de l'importance là-dedans et de me dire ok, je vais peut-être le perdre. Donc j'essaie de lâcher, mais voilà, ça a été un parcours qui a commencé au mois d'octobre et je suis impressionnée par les effets. Donc voilà. Bonsoir, moi je suis arrivée par hasard, le trajet n'a pas d'importance à Transurfing. Pour une raison essentielle, c'est que j'ai j'avais toujours des difficultés financières assez graves au point d'être très, très, très endettée. On découvre des choses qui sont essentiellement des outils. Et je les ai appliqués régulièrement et vraiment avec beaucoup de discipline et de joie.
Et dans le troisième module, ou le module qui concernait l'argent, il y avait entre autres un exercice qui était écrivez ce que vous voulez vivre, ce que vous projetez. J'ai augmenté ma somme et j'ai marqué je veux gagner 10 000 € par mois. Je me suis dit c'est pas possible, je vais pas y arriver. Entre-temps, les choses ont commencé à bouger, à changer. Et un jour, mais vraiment un jour, tout d'un coup, je me suis dit mais ça fait ce mois-ci, j'ai gagné 10 000 €. Bon, je suis portraitiste, donc je suis tout à fait indépendante. C'est très fluctuant, donc c'était tout à fait possible. Ça n'a pas été très compliqué, il m'a suffi d'augmenter mes prix, en fait. Alors que dans ma tête, gagner 10 000 €, je pensais ça m'est hyper compliqué. Tout ça, ça bouge, ça se met en place. Et comme disait Olivier, c'est vrai que depuis que je suis dans cette gratitude, mais ça déborde de cadeaux. J'ai plein de possibilités d'exposer à gauche, à droite, de faire des portraits. Je n'arrive pas à suivre, c'est carrément ça. Je crois que je vais devoir déléguer. Tout d'un coup, j'ai découvert, mais c'est une chose qu'on m'avait déjà dite, mais il faut le sentir dans son corps, dans son cœur, dans sa tête. Tout d'un coup, j'ai dit, mais j'aime pas l'argent. Je trouve que c'est ça. Je trouvais que c'était sale, que c'était mauvais, que ça attirait les guerres, que c'était des profits, que c'était des méchants riches. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, ça a changé plein de choses. Donc, si jamais vous faites les modules, je vous encourage de ne pas avoir peur de changer, mais complètement comme on pense. Donc, moi, ce que j'ai acquis dans cette expérience des modules du Transurfing, c'est que les livres m'avaient apporté une compréhension intellectuelle. Mais ce que j'ai eu, c'est que j'ai pu acquérir en faisant ces modèles, c'est d'avoir des outils, mais aussi d'avoir une possibilité d'expérimenter ces outils et d'intégrer ces outils. J'ai pu intégrer certains outils et je peux m'en servir et je vois l'impact que ça a eu dans ma vie de tous les jours. Et pour conclure, je dirais qu'en participant à cette expérience de Transurfing, moi, ce que j'ai gagné, c'est en fait une liberté. Je savais intellectuellement que j'étais libre et que je pouvais choisir, mais là, j'ai pu vraiment l'expérimenter. Et ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert pour toujours, c'est quelque chose qu'on peut mettre en pratique chaque jour. Ça m'a permis d'expérimenter un groupe qui est devenu très important pour moi, parce qu'il y avait de respect, de l'écoute et une grande entraide. Alors moi, je n'avais aucune expérience de développement personnel. Pendant 25 ans, voire plus, oui, 30 ans, j'étais victime. Toute ma vie, je l'ai passé à être victime. J'ai lu énormément de toutes sortes de livres spirituels ou autres, et tout était resté bloqué au niveau intellectuel. Donc on peut dire que je connaissais un tas de trucs, mais ça restait bloqué là, à un étage, pas moyen d'aller au-dessus. Et puis un jour, j'ai acheté un livre en plus, Transurfing. Et puis là, il y a un déclic, je me dis, c'est ça, je dois faire ça. Donc, je me suis dit, bon, maintenant tu y vas, tu joues le jeu, et tu te lâches. Alors, il y a deux choses qui se sont passées. D'abord, j'ai découvert qu'on peut avoir un truc qui s'appelle des émotions. Alors, j'en avais déjà entendu parler, j'avais lu un tas de choses à ce propos, mais je n'avais pas vraiment expérimenté cette chose. Et puis là, voilà, c'est arrivé. Il y a, tiens, je ressens un truc. Donc, il y a eu une brèche. Et cette brèche a donné accès au monde des émotions qui maintenant m'aide vraiment au quotidien, où je ressens des choses. Et ça, c'est vraiment inestimable. Je n'étais pas seul à avoir des ennuis d'argent. Ça, c'était la deuxième découverte. Et là aussi, eh bien, il y a des transformations qui se sont faites. Voilà. Tout de suite, je peux présumer maintenant au jour d'aujourd'hui que c'est mon âme qui a parlé, mais je me suis sentie appelée par ce projet et j'ai eu envie de m'y inscrire et de participer à ces modules. Donc j'ai eu la chance de pouvoir vivre le premier trajet de Transurfing avec Olivier et Tania. Je suis passionnée en développement personnel depuis maintenant l'âge de 15 ans, certainement, avec un mental qui fonctionne comme, pour ceux qui me connaissent, un peu un vélo, un hamster dans sa roue avec son vélo,
Il était redoutable. Et là, j'avais vraiment laissé place à l'intuition et j'ai senti que c'était juste. Et c'est un très chouette parcours. Et même si on a déjà fait d'autres démarches d'approche émotionnelle ou autre, c'est vraiment un plus parce qu'on sent qu'on approche à quelque chose de plus haut et d'accessible en même temps. Entre le premier et le deuxième module, j'avais un avis postal d'un navire commandé. Et tout va bien. Je reçois le message, effectivement. Il y a une phrase assassine dedans et le vélo était reparti à ce moment-là. Et c'était dans mon lit la nuit et je me dis, à l'instant même, combien de minutes je viens de perdre de ma nuit qui est censée être un sommeil réparateur. Combien de minutes je viens de perdre du futur, du restant de ma vie. Et là, je me suis dit, mais au fait, je pourrais attraper une liane qui m'enlève un petit peu de tout ce schéma-là. Et mentalement, j'ai attrapé une liane avec un fil d'or à l'intérieur. Je venais de choisir. Et je me suis rendormie. J'ai commandé le bouquin, je l'ai lu. Je me suis dit, c'est mon âme qui parle. Je me sentais vraiment guidé, donc je me suis inscrit au premier module. Là, on vient de finir le deuxième module. C'est que des cadeaux, tous les jours. Le troisième module, c'est l'argent. Je peux vous garantir que j'y vais. Et ce qui est aussi de super chouette, c'est la notion de liberté, puisqu'en fait, je me suis inscrit au premier module en disant, je vais aller voir. Hein, on ne sait jamais, je vais aller voir. Et ben, c'est sûr qu'au soir du premier jour du premier module, j'ai validé les 4. Quoi. J'ai dit à Olivier, c'est bon, je fais les 4. Et il y avait la petite intuition qui disait, ça, je veux le faire. Et ça a été un voyage très, très chouette. Et on fait pas mal de séminaires dans d'autres techniques. J'ai l'impression d'avoir eu un puzzle qui s'assemblait en disant, tiens, cette technique-là, je la connais, puis j'ai cet exercice-là. Et pour pouvoir finalement revenir à un alignement de soi-même. Et la motivation de se dire toujours, où est mon intention dans ce que je fais et où est la justesse de mon acte et de mes gestes. Voilà, je vous souhaite de partager ce chemin. J'ai découvert un outil vraiment fabuleux parce que ça part vraiment de l'expérimentation. Donc on n'est pas du tout dans le mental, on expérimente vraiment la technique de transurfing. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'après avoir vécu une ouverture de conscience comme celle que j'ai connue, je me sens vraiment une responsabilité face au changement du monde aujourd'hui et au changement de paradigme. Et je trouve que le modèle de transurfing, c'est vraiment une bonne école pour apprendre aussi à raisonner autrement. Donc non seulement ça nous ouvre toutes les portes qui ont été citées aujourd'hui, mais en plus il y a ça. C'est nous préparer au monde de demain en voyant qu'il y a une autre façon de fonctionner. Voilà. Et combiné avec d'autres sessions, malgré que j'étais déjà dans un niveau d'expansion de conscience, j'ai encore pu atteindre un autre niveau. À savoir que j'ai vraiment goûté à mon universalité. À savoir qu'on est tout dans tout. On est vraiment d'une infinitude et d'une... je n'aime pas le mot puissance, mais oui, on est d'une puissance infinie. On a accès à une connaissance infinie. Et donc, Transurfing participe à cette belle expansion. J'avais comme elle fait auparavant une longue formation de 18 mois en développement personnel qui m'avait apporté beaucoup de choses, mais qui en même temps était très lourde. Il fallait effectivement retourner dans le passé. Et quand elle est venue à la conférence de Transurfing, elle m'a dit « j'ai trouvé un truc rapide et joyeux ». Alors je me suis dit « bizarre, mais bon, comme je lui ai fait confiance, je suis venue. » Et effectivement, ce que j'ai découvert dans le Transurfing, c'est quelque chose de rapide et de joyeux. C'est quelque chose de très pratique, pas beaucoup de théorie, beaucoup d'exercices. Et donc, à chaque module, quand on ressort, on a plein de petites choses à mettre en pratique dans le quotidien sans devoir retourner dans des bouquins, dans des théories. C'est juste des petites phrases à se rappeler. Et si j'essayais ça plus tôt, ou si j'essayais ça plus tôt. Et donc, à force d'essayer des autres choses que les mécanismes habituels, on se rend compte qu'il y a une façon de faire qui est beaucoup plus rapide et joyeuse que ce qu'on fait autrement. Et donc, moi, c'est surtout au niveau professionnel que ça s'est débloqué, en diminuant l'importance que j'accordais à certaines choses. Avoir beaucoup de clients, avoir beaucoup de sous, si je fais baisser l'importance, automatiquement,
les coups de téléphone arrivent. Et donc, je continue joyeusement à faire ça. Il me reste le dernier module à faire et j'ai vraiment hâte d'y être. Alors, je suis tombée là-dessus par hasard. Il n'y avait aucune attente, il n'y avait aucune intention. La seule chose qui m'a poussée vers ce séminaire, ça a été le fait que le boulot était devenu tellement prenant. J'étais aux prises dans un mental constant, vraiment même nuisif. Ça me tombait même sur les nerfs. Le projet n'avançait pas. J'avais l'impression que plus j'y mettais d'efforts, plus je reculais et plus j'échouais. Et j'avais l'habitude de réussir et je n'arrivais plus à comprendre qu'est-ce qui avait changé dans cette équation. Soudainement, ça se met à balbutier, mais dans un sens où ça ne devait pas se produire, car en plus, les enjeux financiers et les enjeux ou les impératifs de la société étaient quand même assez graves. J'avais toute une responsabilité. Les 4 modules, pour moi, a été finalement de m'offrir une session de bien-être, mais une session de bien-être pour l'âme. Donc, c'était vraiment le thalasso pour l'âme. Après ces 4 modules, il y a des voiles qui ont disparu, il y a des paradigmes qui ont changé, il y a des choses que je me suis permises. Tout au long de ces 4 modules, il y a des choses qui ont changé dans ma vie de façon drastique. Finalement, le projet s'est bien terminé, ça a été un franc succès. Et ce n'est pas parce que les gens ont changé, c'est parce que c'est moi qui a changé. C'est la façon dont je posais le regard sur les choses. Laisser aller des choses, me permettre d'échouer. Car sincèrement, je suis rentrée en réunion une journée, j'ai dit à mon équipe de 100 personnes, écoutez, si on échoue, c'est OK. Je croyais tous devoir les ranimer parce qu'ils sont tous tombés de leur chaise. Ça faisait 1 an et demi où je disais, il faut absolument réussir, les enjeux financiers sont très importants, vous n'avez pas le droit d'échouer. Comprenez-vous, il y a des gens qui vont être congédiés, pas moi, mais d'autres seront congédiés. Donc je suis partie de cette espèce de stressée folle qui était vraiment sur une ère vraiment, mais pas la bonne, à dire, ben, écoutez, ça semble être au-delà de ce que nous, on est capable de contrôler. Donc, si on échoue, ben on échoue. On aura fait du mieux qu'on peut. Et c'est à partir de ce moment-là que tout a balbutié. Les gens ont changé leur attitude à l'intérieur d'eux-mêmes. Je leur ai donné la permission de faire ce qu'ils pouvaient, d'être le mieux de ce qu'ils pouvaient être. Et finalement, la machine s'est mise en route.